Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech. Connaissez-vous des femmes qui travaillent dans l'intelligence artificielle? Cette question est une des préoccupations de ma première invitée. Je l'interviewerai dans quelques instants. Moujane Asghari est convaincue que la diversité est un élément clé dans la construction de notre avenir et des logiciels. Et puis après cette interview, Victoire Sicora nous présentera les news à travers le prisme des réseaux sociaux. Et puis le cœur de cette émission sera consacré à la 5G et ce que ça va changer pour nos smartphones en matière de normes, de fonctionnement, mais aussi de protection des utilisateurs. J'aurai avec moi 4 spécialistes pour faire la lumière sur ce qui se prépare. Et puis je clôturerai cette émission avec une nouvelle fenêtre ouverte sur la nature et le biomimétisme. Mais tout de suite, bonjour Moujane Asghari. Vous êtes cofondatrice de l'association Women in AI et pour l'implication, je l'ai dit, de la valorisation aussi des femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. Alors, je dois dire que moi-même, j'ai intégré ce mouvement il y a 1 an et demi pour le travail journalistique que je fais sur l'intelligence artificielle. Mais j'aimerais, Moujane, qu'on revienne sur la genèse véritablement de ce réseau, de la construction de ce réseau, parce que qu'il y ait peu de femmes ou que les rares femmes soient mises en avant dans le secteur de la tech, c'est quelque chose d'assez couramment dit et constaté. Pourquoi avoir voulu véritablement faire un focus sur l'intelligence artificielle ? Oui, en fait, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a moins de 22% femmes dans le domaine de l'intelligence artificielle. C'est la participation des femmes dans ce domaine. Et donc, si on regarde... Vous voulez dire que c'est encore moins que sur le reste du secteur tech ? En fait, c'est exactement ça. Ça veut dire qu'on a, par exemple, un pourcentage des femmes dans le secteur de STEM, qu'on l'appelle sciences, technologie, ingénierie et mathématiques. Et on a encore moins de femmes dans l'intelligence artificielle. Donc, l'intelligence artificielle est aujourd'hui partout dans toutes les industries, dans la santé, dans la finance, dans l'automotive. Et en fait, on a besoin d'avoir plus de femmes dans ce domaine pour justement avoir une égalité dans ce qu'on produit, dans les programmes. Nous avons besoin d'équipes production et développeurs qui sont plus diverses parce que c'est eux qui créent en fait ces programmes et c'est eux qui nourrit les données de ces machines de programme. Et vous diriez qu'aujourd'hui, les femmes et la diversité sont les grandes oubliées de l'IA ? Exactement, oui. OK. Ouais. Alors, demain va démarrer, va se tenir, parce que c'est une journée, le WAI Summit 2020. Quels seront les grands sujets, justement, qui seront abordés à cette occasion ? Alors, oui, en fait, on va commencer le programme de matin à 8h30 et on va terminer le jour après, donc c'est presque 20h. Nous allons avoir les speakers. On a aujourd'hui... il y a une cinquantaine de keynotes, c'est ça? Alors, on a 50 créneaux de speaking. On a plus que 160 speakers. On a aujourd'hui jusqu'à plus que 3000 inscrits. Donc, c'est vraiment large. On va commencer de Australie. Après, on va passer en Asie, Moyen-Orient, Europe, Afrique. Et on va terminer aux États-Unis. Et on va aborder tous les sujets vraiment de tous les secteurs. On va avoir les sujets dans la santé, de services financiers, des nouvelles technologies de l'IA, les différents des défis qu'aujourd'hui on rencontre. Donc, on va vraiment aborder tous les sujets qu'on rencontre aujourd'hui. Effectivement, on va concentrer beaucoup sur le sujet de la diversité et l'importance de la diversité. Mais ce ne sera pas uniquement ça, c'est aussi un regard sur le stade de développement de l'intelligence artificielle. On en est où, d'après vous, de l'IA dans la société, dans les technologies et de son adoption ? Effectivement, aujourd'hui, nous avons beaucoup de programmes qui justement se développent. Donc, on a 3 en fait niveaux de l'IA. On a le niveau de l'IA qui est vraiment la base. Ça veut dire que c'est la machine qui fait juste une tâche, qui le fait très bien et qu'aujourd'hui, on est arrivé à ce niveau-là. Et ensuite, on a le deuxième niveau qui s'appelle General Intelligence, General Artificial Intelligence, qui est vraiment un niveau un peu plus poussé. Ça veut dire que ça serait une machine qui peut répliquer les choses qu'un humain peut faire, mais vraiment comme un humain. Et ensuite, c'est-à-dire dans n'importe quel domaine. Dans n'importe quel domaine, exactement comme un humain. Qu'elle puisse passer de la finance à la santé et travailler sur des tâches très différentes. Oui, ça. Et aussi, en fait, les côtés emotional intelligence aussi, ça veut dire plutôt les skills qu'un humain peut avoir. Aujourd'hui, les machines ne peuvent pas vraiment répliquer
les côtés émotions des humains. C'est vraiment les choses plus compliquées pour une machine à répliquer. Et ensuite, après ça, on a super intelligence. On est vraiment loin de ça. Donc, les programmes qu'on voit aujourd'hui dans le domaine... Et la super intelligence, vous la décririez comment? Super intelligence. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui d'imaginer à quoi ça ressemblera? Imaginer, oui, je pense qu'on peut imaginer. Il y en a certaines personnes dans le monde très connues qui travaillent dans l'IA, par exemple Nick Bostrom, Elon Musk, en fait, tous ces gens, ils vraiment imaginent qu'il y aura une super intelligence, il y aura singularity, qu'il y aura une catastrophe dans le monde parce que les machines qu'on crée aujourd'hui vont dépasser l'intelligence humaine. Et donc, peut-être ça serait notre dernière innovation. Et bon, on peut imaginer, mais on est très loin. Quoi, exactement. OK. Et alors, quelles sont les activités où l'inclusion des femmes est aujourd'hui cruciale dans le développement de l'intelligence artificielle? Parce que, bon, l'IA, il y a beaucoup de métiers derrière. Où est-ce qu'on a vraiment besoin d'intégrer, d'avoir davantage de représentation de la diversité, d'ailleurs, en général? Oui, bien sûr. C'est pour ça, en fait, chez Women AI, on a beaucoup de programmes pour les jeunes, justement, pour commencer tôt et leur intégrer dans les cursus, en fait, qui sont vraiment adaptés et sont plutôt, en fait, les ingénieries, les métiers d'ingénieur. Et du coup, c'est vraiment important de les intégrer très jeunes. Et ensuite, ça peut être divers. Par exemple, certaines personnes, certaines femmes, elles ont étudié, par exemple, business ou des autres métiers, mais peuvent quand même intégrer au milieu chemin, ça veut dire pour monter une boîte. On a beaucoup de femmes chez nous, les femmes entrepreneuses, qu'elles veulent monter leur boîte, donc on leur soutient avec, par exemple, on a un award qui s'appelle Women AI Awards, qu'on les soutient avec le soutien financier et les programmes d'accélération. C'est vraiment important dans tout ce chemin dès le début jusqu'au, par exemple, les métiers top management, intégrer les femmes partout, dans le développement et aussi dans le management, dans le leadership. Parce qu'aujourd'hui, le pourcentage de participation des femmes dans les métiers très, très hauts et leadership, c'est moins de 10%. Donc, ce qui est très bas, il faut vraiment augmenter ce chiffre. Et pour vous, un des principaux dangers, si on n'a pas cette diversité dans l'IA, ce serait lequel? En fait, les femmes font partie de la moitié de la population du monde. Ça veut dire qu'elles sont les consommateurs aussi des programmes qui sont produits. La technologie aujourd'hui avance tous les jours. On voit tous les jours en fait les nouvelles technologies produits qui sortent. Nous, êtres humains, on a tous les préjugés. Donc, on peut très bien transférer ces préjugés aux produits et des programmes qu'on crée. Et donc, aujourd'hui, normalement, les personnes qui développent ces programmes on a un stéréotype, ça veut dire sont les hommes blancs occidentaux. Donc, eux, normalement, ne peuvent pas réfléchir comme une femme. C'est normal, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir les équipes diverses. Mais quand ces technologies sont mises mises à disposition au monde, sont biaisées, ne répondent pas aux besoins de tout le monde. Et évidemment, les femmes sont eux qui ne peuvent pas bénéficier de ces programmes, qui vont vraiment pas avoir en fait un avis dans leur futur. Donc, c'est vraiment important de les intégrer. Donc, l'IA avec les femmes et les femmes pour l'avenir de l'IA. Exactement. Merci beaucoup, Moujane Asghari, cofondatrice de Women in AI. On enchaîne avec notre sélection de news. Bonjour Victoire Sicora, qu'avez-vous repéré sur les réseaux sociaux ce week-end? Alors je vous propose un petit retour sur nos émissions délocalisées parce que vendredi dernier, Bismart était à Marseille au 20e Forum des entrepreneurs et vous y étiez Delphine. C'était l'occasion pour vous d'interviewer les acteurs de la tech marseillaise et pour Thomas Hugues d'interviewer Nicolas Sarkozy. Une interview qui a fait parler sur les réseaux sociaux et qui a beaucoup été relayée. Alors sur le numérique, l'ancien président n'a pas été très bavard mais je vous ai quand même trouvé une déclaration surprenante qui résume son intervention sur le sujet. Le numérique, aujourd'hui, il est partout. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut dire du mal des entreprises de la tech. Je dis simplement qu'il y a des modes et qu'il n'y a rien qui se démode plus que la mode. Ce qui compte, c'est de construire une économie puissante. Nous, on est convaincus que le numérique n'est pas une mode. Mais... Alors, on change complètement de sujet. Vous nous emmenez dans l'univers des jeux vidéo.
Et oui, on va parler gaming aujourd'hui et surtout de la grande annonce de Nintendo parce que c'est sans aucun doute un des sujets qui a le plus remué les réseaux sociaux ce week-end. C'est l'anniversaire de Mario et Mario a 35 ans. Vous le connaissez tous, hein, c'est cette figure iconique du gaming avec sa petite casquette rouge. Et pour ses 35 ans, Nintendo a prévu une flopée de surprises, réédition de la Game & Watch Super Mario, le dernier Mario Kart en réalité augmentée, mais surtout la compilation Super Mario 3D All-Star. Alors le moins qu'on puisse dire, Delphine, c'est qu'elle divise. Sur Twitter, les fans inconditionnels sont ravis, bien sûr, de retrouver les 3 plus gros hits de Nintendo. Et d'ailleurs, ils affichent leurs commandes sur les réseaux. Pour d'autres, c'est tout bonnement une honte, car oui, il va falloir débourser 70 € pour des jeux qui sont déjà sortis depuis 10 ans. Ce que reprochent les joueurs à Nintendo, en fait, c'est de se reposer sur ses lauriers et de n'être intéressés que par le profit. Un chiffre du jour. 1,250 milliard, Delphine, c'est le nombre d'utilisateurs de Facebook Watch par mois. Vous le connaissez sûrement, c'est cet onglet dédié à la vidéo de Facebook, initialement créé pour rivaliser avec YouTube. Alors même si on est encore loin des chiffres atteints par YouTube, il faut reconnaître à Facebook Watch sa croissance extraordinaire, Le nombre d'utilisateurs actifs par mois a presque doublé en un an. C'est la catégorie gaming qui cristallise à elle seule 75% des vidéos visionnées, sans oublier le lancement cette année des clips vidéo. La vidéo que vous voyez en ce moment, c'est celle qui a le plus été visionnée sur Facebook Watch. Et l'autre point intéressant, ce sont les interactions sociales, parce que oui, les utilisateurs, après avoir vu leur vidéo, peuvent la commenter, taguer leurs amis ou encore l'envoyer à des proches. L'introduction également de Facebook News pourrait également doper la croissance de Facebook Watch, parce qu'en plus des articles de presse, Facebook News prévoit des contenus vidéo. Petit éclairage sur une nouvelle pratique de Twitter. Oui, Twitter a fait de la lutte contre la désinformation son cheval de bataille et le réseau social prend des engagements forts pour la campagne présidentielle américaine. Et pour cause, la semaine dernière, Donald Trump a appelé les électeurs de Caroline du Nord à voter 2 fois à l'occasion de l'élection présidentielle. Non seulement c'est illégal et anticonstitutionnel, mais c'est aussi une énième provocation. Twitter a rapidement pris les choses en main en créant un outil spécialement dédié aux électeurs américains. Quand ils feront une recherche sur le processus électoral, les tweetos seront invités à, je cite, en apprendre plus sur les faits. Ils seront ensuite orientés vers des sites fiables comme VoteGov, USAGov ou encore la US Election Assistance Commission, une opposition frontale de plus avec le président des États-Unis. Merci beaucoup Victoire Sicora. C'est l'heure de notre débat sur la 5G et nos smartphones. La 5G est aux portes de la France. Alors nous parlons beaucoup du réseau, nous parlons beaucoup des services, mais qu'en est-il des mobiles? Quelles normes vont s'imposer aux produits qui seront estampillés 5G? Qui seront les nouveaux champions du côté des fabricants? Les nouveaux smartphones offriront-ils une meilleure qualité de réception avec le réseau? Quelles seront les garanties aussi en matière de protection des utilisateurs? Et la France a-t-elle une carte à jouer dans ce nouveau marché? Alors je compte sur mes invités pour que l'on gagne tous en intelligence sur ces questions. Autour de la table, Stéphane Panetra, PDG d'Artfy, Stéphane Elkon, expert en réglementation des produits connectés, président de FCDRA, et Romain Heuillard, journaliste et consultant indépendant en nouvelles technologies. Et je vais tout de suite donner la parole à Carole Manero qui est connectée avec nous en visio. Bonjour Carole Manero. Bonjour. Vous êtes directrice d'études et responsable service mobile à l'IDAT DigiWorld, qui est un think tank européen, spécialiste de l'économie numérique, des médias, de l'Internet et des télécommunications. Alors on va commencer avec le commencement. L'IDAT DigiWorld a publié un panorama en fait, du déploiement de la 5G dans le monde. On en est où des lancements, Carole Manero? Alors en fait, la 5G a été lancée à la fin de l'année 2018, ça fait presque 2 ans maintenant, sur le continent américain et puis partiellement sur le continent européen. Alors depuis, beaucoup de pays disposent de la 5G, les services se sont déployés auprès de pas mal d'opérateurs, donc évidemment l'Amérique du Nord, États-Unis et Canada disposent de services, la plupart des opérateurs ont lancé sur ces pays-là. La Chine, avec toute l'Asie, n'est pas en reste, évidemment le Japon, la Corée, et puis quelques petits États cités comme Taïwan ou Singapour ou encore Hong Kong disposent de ces services-là. Alors en Europe, on a quelques 15 pays d'Europe, Suisse, Norvège y compris, avec plus de 25 opérateurs qui eux disposent aussi de services commerciaux effectifs.
Alors, bon, on a quelques petits retards à prévoir hein, sur certains pays, mais en France, effectivement, et vous l'avez souligné, on devrait avoir des services commerciaux d'ici la fin de l'année avec des enchères qui sont absolument imminentes. Alors, ce que je voulais aussi mentionner... Oui, c'est ça, c'est si tout se passe bien. Moi, je voulais savoir aussi, en termes de déploiement et de lancement, ce que ça donnait au niveau des prix des forfaits. Alors, les prix restent relativement élevés. C'est quand même un service premium aujourd'hui, hein, qui est destiné véritablement à ce qu'on appelle dans le jargon télécom les early adopters. Donc, on a des tarifs assez élevés avec un premium pour la 5G estimé de l'ordre de 8 à 10 euros par mois. Alors, certains opérateurs misent sur ce premium-là, d'autres, au contraire, visent l'adoption plus large des services et donc finalement ont tarifé la 5G au niveau de la 4G, donc la précédente technologie mobile. Donc, tout dépend de la stratégie en fait des opérateurs et puis évidemment de la situation concurrentielle nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, en matière de matériel, de produits estampillés 5G, est-ce que les utilisateurs sont suffisamment servis? Alors, les terminaux 5G, estampillés 5G, ont commencé à apparaître à la fin de l'année dernière. Aujourd'hui, il y a une large gamme de terminaux disponibles et ça devrait aller de plus en plus, il devrait avoir plus en plus de terminaux accessibles. Les premiers terminaux étaient des terminaux extrêmement chers, des terminaux premium. Alors, c'est le cas dans toute nouvelle technologie, hein. Les premiers éléments sont assez chers, mais avec aujourd'hui, on assiste à une démocratisation de ce type de terminaux et puis les composants deviennent de moins en moins chers. Donc, on va pouvoir proposer des terminaux non plus à 1000, 1200 euros, mais plutôt 600, 700 euros. Donc, ça commence à venir. Et puis, il y aura sans doute d'ici quelques mois des terminaux à 300 ou voire 400 euros disponibles sur le marché, ce qui en permettra une plus large diffusion. Merci Carole Manero. Je vous laisserai revenir avec nous à la fin de mon petit tour de plateau pour quelques réactions. Je vais passer à Stéphane Panetra. Donc, avec Artfy, en fait, vous développez des outils qui permettent de mesurer l'impact des ondes électromagnétiques sur l'utilisateur. Que va changer la 5G dans ce domaine au niveau des normes à respecter? Ok, très bien. Merci pour votre question. Donc, en fait, la 5G induit un certain nombre de nouveautés, en particulier au niveau de la capacité des smartphones à émettre sur plusieurs fréquences à la fois, sur plusieurs antennes à la fois, et sur des signaux qui ont la capacité d'avoir des débits plus élevés, donc des bandes de fréquences très larges. Et ça a des conséquences sur la manière de mesurer les ondes. Et en particulier, dans le passé, les systèmes de mesure d'antennes n'avaient pas la capacité de mesurer ces signaux large bande de fréquences, pour les signaux haut débit, ces capacités de mesurer les émissions de plusieurs antennes et plusieurs fréquences. Notre technologie le permet, c'est donc une première mondiale, et elle le permet dans toutes les phases du cycle de vie d'un téléphone mobile, c'est-à-dire les phases les plus amont en recherche et développement, les phases de certification, et d'ailleurs une nouvelle norme internationale est publiée dans ce cadre-là pour le permettre, qui est en train d'être adoptée par les différentes régions du monde, et en particulier l'Europe dans un premier temps, le test en production de tous les téléphones qui, dans le passé, n'étaient pas testés ou très très peu testés, le reconditionnement des téléphones, ça a rendu possible grâce à notre technologie, et évidemment, on est des opérateurs pour améliorer à la fois la connectivité et la santé grâce à notre technologie et les régulateurs. Et du coup, est-ce que les certifications sont plus sévères avec la 5G? Est-ce que c'est plus compliqué de mettre sur le marché un smartphone? Pour un constructeur de téléphone mobile, c'est plus compliqué dans le sens où plus il y a de critères à respecter pour certifier un téléphone mobile, plus il y a de risques et plus c'est difficile pour eux. D'où la nécessité, en particulier avec cette croissance incroyable du nombre de tests à réaliser pour la 5G, de se doter d'équipements très sophistiqués, très rapides, qui sont à un coût abordable pour eux, et sur lequel ils vont en faire un ROI. C'est l'objet aussi de ce que nous proposons. Romain Heuillard, alors on parle de 5G, en fait il n'y a pas une 5G, il y a quand même plusieurs évolutions de ce réseau. Vous pourriez nous faire un petit rappel didactique s'il vous plaît? Pour moi il y a deux grandes 5G, il y a celle qui va être lancée, on en a parlé là,
En tout cas, les enchères vont certainement être lancées là, à la toute fin du mois de septembre pour un lancement en France qui est prévu d'ici la fin de l'année. Ça, c'est une première 5G qui en fait est dite sub 6 GHz. Donc c'est sur des fréquences. Là, il y aura une nouvelle bande de fréquences. C'est l'objet de cette enchère. Une nouvelle bande de fréquence des 3,5 GHz, donc qui s'ajoute à celle qui existait déjà pour la 4G. Et donc ça, on aura une hausse de débit déjà assez intéressante. Mais ce qu'on attend vraiment, enfin la vraie 5G, ce qu'on pourrait appeler la vraie 5G, c'est la 5G sur les ondes millimétriques. Donc là, on parle de 26 GHz, donc on est sur des fréquences très très hautes, avec des antennes qui sont beaucoup plus grosses, comme on vient de le voir à l'image, qui en tout cas aujourd'hui sont beaucoup plus grosses, donc prennent pas mal de place dans les smartphones, ce qui explique les tarifs. Et ça, on s'attend à ce que cette 5G millimétrique, c'est elle qui va apporter tous les autres gains de la 5G, les latences très courtes, de nouveaux usages, on pense à l'automobile autonome, connectée, etc. Ça, on s'attend à ce que... Il n'y a même pas encore de calendrier pour les attributions de fréquences, et donc on s'attend à un lancement d'ici 2023, 2024, 2025 au plus tôt. Dans le monde et en France, peut-être un peu plus tard. On ne sait pas. On a un petit peu de retard, effectivement, pour le moment. Mais on a démarré, en tout cas, un petit peu après certains pays. Stéphane Elkonn, vous aidez les fabricants d'appareils électroniques à respecter justement toutes ces obligations réglementaires, notamment en matière de débit d'absorption, alors qu'on appelle le débit d'absorption spécifique, le DAS ou le SAR en anglais, c'est ça ? Quels sont les défis pour les fabricants qui sont liés à cette réglementation et à tout ce qu'on impose aujourd'hui pour la sécurité, en fait, des utilisateurs ? Alors, il faut savoir que les terminaux dont on parle ne sont pas seulement les téléphones mobiles. De plus en plus sont concernés d'autres équipements de notre quotidien, les ordinateurs portables, les appareils photo Wi-Fi, les box Internet chez nous. Enfin, vraiment, c'est un élargissement important de la gamme de produits qui vont être concernés. Et cette réglementation, comme disait Stéphane Panestra tout à l'heure, elle devient de plus en plus complexe avec l'arrivée des nouvelles technologies, notamment la 5G. Et c'est un empilement de réglementations qui s'ajoutent. Et il faut vraiment prendre ce sujet vraiment au sérieux pour pouvoir mettre sur le marché un produit qui soit sûr, qui soit dans des conditions d'usage réglementaires. Et je dois dire qu'aujourd'hui, par exemple, en France, on a beaucoup de start-up dans le domaine des nouveaux objets connectés. Et malheureusement, je constate souvent qu'il n'y a pas cette prise de conscience. Et si on peut faire un éclairage effectivement sur cette importance de la réglementation pour ces nouveaux objets, c'est le moment de le faire. De toute façon, ils auront des obligations à suivre. Oui, ils ont des obligations, mais pour pouvoir exporter leur production de manière internationale, il faut vraiment qu'ils respectent tout. Et souvent, c'est pas un sujet qu'on enseigne dans les écoles d'ingénieurs, malheureusement, et c'est quelque chose qui devrait être plus connu. Et c'est un petit peu l'objet de mon activité à FCDR. Alors, comme vous travaillez de manière étroite avec les fabricants, je voulais savoir aussi quel a été votre avis sur cette question de la guerre entre les États-Unis et la Chine, et si cette mise au banc de Huawei allait changer un peu la donne dans les classements des tops des fabricants. Oui, alors ça, on parle du côté réseau, là, cette fois, et un petit peu aussi de la partie terminaux. Effectivement, ça change beaucoup parce qu'il y avait des grands acteurs comme Huawei et d'autres, d'un côté pour la Chine, et puis des acteurs européens, américains de l'autre. Et effectivement, cette question de la sécurité de l'information qui transite sur ces réseaux est un vrai sujet, et je pense que les autorités ont bien fait de mettre l'accent sur cette question. Et cette question qui paraît peut-être anodine, on se dit, mes données, elles n'intéressent personne. Mais si un pays peut très bien, au travers les fabricants de réseaux de son pays, éventuellement, il n'y a pas de preuves, mais il pourrait éventuellement influer sur la course de l'histoire, je dirais même, en bloquant peut-être des choses ou en prélevant des informations. Et c'est un vrai sujet, Et on entend souvent finalement des gens dire mais c'est une catastrophe, il va falloir tout refaire à zéro, comment on va faire sans cet équipementier ? Ça peut être aussi source de créativité finalement, si je vous entends, oui, on part sur une nouvelle base. C'est une opportunité aussi, oui. Stéphane Panestra, on parle de la réglementation, mais finalement la réglementation, c'est pas en général. Il y a des spécificités par pays. Par région.
par région. En fait, je dirais, pour donner un petit peu une image simple de la manière dont les choses se passent, sur la mesure du DAS ou sur la mesure des antennes en général, il y a donc des normes. Les normes, en règle générale, décrivent les méthodes pour mesurer. Donc les normes, elles correctement. sont mondiales. Elles sont internationales, tout à fait. D'accord. Et ensuite, il y a au-dessus des normes les régulateurs qui les utilisent et qui mettent des seuils à ne pas dépasser en regard de ces applications décrites dans les normes. Donc c'est un petit peu comme ça que cela se passe et les régions sont un petit peu Alors les régions, souveraines. par exemple l'Europe. L'Europe, les États-Unis, le Canada, la Chine, le Japon, la Corée du Sud. Il y a des accords entre pays asiatiques qui se mettent d'accord sur un certain nombre de points. Mais ce sont les zones, les grandes zones actives du moment. Et comment se positionne l'Europe sur cette question? Est-ce qu'on est plus prudent Alors l'Europe se positionne que les États-Unis, par exemple? Ouais, alors l'Europe se positionne d'une manière très active sur le sujet du DAS, en particulier grâce au positionnement de la France et en particulier de l'ANFR, qui est l'Agence nationale des fréquences, qui s'occupe de surveiller le marché en France sur les terminaux mobiles au niveau du DAS, et qui réalise des prélèvements sur le marché et qui observe d'ailleurs des dépassements de seuil du DAS. Et l'ANFR est considérée comme un élément clé de ce dispositif européen. L'Europe donc s'en inspire, va s'en inspirer pour généraliser cette démarche à l'échelle européenne, j'en ai aucun doute, de façon à permettre de s'assurer que tous les téléphones, effectivement, respectent bien les critères. Et dans ce contexte... Donc la spécificité française, c'est de davantage surveiller aujourd'hui les émissions d'ondes. Première spécificité. Deuxième spécificité, c'est d'avoir un acteur comme Artfile qui est proactif dans les normes internationales. La nouvelle norme qui a été publiée, qui supporte cette nouvelle technologie, c'est finalement de notre initiative. Après, on est rentré dans le cadre des comités internationaux, on a porté ce nouveau standard. Évidemment, ce n'est pas toujours évident, surtout quand on rentre sur un marché qui a un monopole à la base, avant qu'on arrive, nous. Donc jusqu'ici, il y avait un monopole, c'était une entreprise helvète, suisse, ouais. D'accord. Et là, vous dites, il faut changer un peu tout ça, parce qu'il y a la 5G qui arrive, ça pose d'autres problématiques. Exactement. On doit imposer une nouvelle façon de tester les téléphones et de le faire, pourquoi pas, tout au long du cycle de vie. Exactement. Ce qui veut dire que vous pensez que la France a véritablement, du coup, une carte à jouer en matière de normalisation, de protection des utilisateurs au niveau mondial. Parfaitement. Et ça se traduit aussi grâce à la présence d'acteurs comme Orange, qui, il ne m'a pas échappé à une stratégie RSE, responsabilité sociétale des entreprises, stratégique sur 2020-2025, que je trouve très pertinente, dans laquelle la mesure du DAS s'inscrit. Stéphane Elkann, vous êtes d'accord avec ça, vous qui travaillez avec des acteurs internationaux? Aujourd'hui, la France peut imposer un nouveau modèle davantage protecteur des utilisateurs? On parle des émissions d'ondes électromagnétiques? Oui, elle peut l'imposer, mais elle l'a déjà imposé. En fait, il faut voir que la France est leader mondial sur ces sujets d'exposition du public depuis des années, depuis une dizaine d'années. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous les débats autour des années 2009 sur le Grenelle des ondes, etc. Absolument. Et qui a fait finalement tache d'huile. Et ça a commencé par le niveau européen. D'autres pays ont vraiment copié l'approche française. Et ce faisant, au niveau mondial, nous avons relevé finalement les exigences. Et comme disait Stéphane Panotra, nous avons vraiment en France beaucoup d'experts sur le sujet, beaucoup d'attention aussi portée par les politiques, le monde aussi de la recherche. Et nous avons cette chance et nous pouvons aussi briller sur la scène internationale pour les prochaines étapes et notamment les défis que pose la 5G pour veiller à ce que l'exposition respecte les seuils. Il y a une autre problématique au-delà de la santé, c'est l'écologie, c'est la santé de notre planète finalement. Romain Heuillard, je sais que vous suivez de près ces sujets tech et écologie. Qu'en est-il en matière de 5G? Ça pollue plus, moins? Je sais qu'il y a un gros débat en ce moment sur cette question. Personnellement, je n'ai pas la réponse, mais il y a plusieurs éléments. Déjà, là, il y a effectivement la controverse qui est ressortie parce qu'on a appris qu'un des opérateurs chinois mettait en veille ses antennes 5G la nuit. Alors déjà, il y a une chose à savoir, on parlait d'Orange. Orange le fait déjà en fait sur la 4G dans des zones rurales.
il coupe la nuit les fréquences qui permettent d'apporter le plus de débit, mais qui couvrent le moins possible, donc les fréquences les plus élevées en 4G. Il y a déjà Orange qui coupe, et peut-être qu'il a inspiré d'autres opérateurs en France, je n'ai pas bien suivi, pour faire des économies, puisqu'on part du principe que la nuit, on a moins besoin de débit, il y a moins de gens qui se connectent la nuit, donc on n'a pas besoin d'avoir toutes ces fréquences activées en même temps. Donc en fait, on les coupe simplement pour faire des économies d'énergie, mais ce n'est pas au détriment de la qualité de service. Donc ce n'est pas du tout un révélateur de la surconsommation de la 5G, c'est simplement qu'on peut le faire. La 5G, au contraire, a des gros apports sur l'efficacité énergétique. Et du coup, les antennes 5G peuvent passer en veille plus facilement. Et donc, on en profite tout simplement en 5G. La controverse est partie en tout cas d'une mauvaise analyse de ce fait. On a aussi le Sénat quand même qui a fait quelques propositions assez étonnantes en demandant notamment la fin des forfaits illimités. En général, quand on attend la 5G, c'est plutôt pour pouvoir l'utiliser davantage. Mais j'allais y venir. En fait, effectivement. Mais le rapport utilisation-débit, est-ce qu'il est à l'avantage ou au désavantage de l'impact environnemental ? La 5G, comme toute nouvelle technologie, a une meilleure efficacité énergétique. Et je ne sais pas spécifiquement comme pour la 5G. Comme toute technologie, comme toute évolution, vous voulez dire. Oui. Et ce qu'on sait, c'est que, je ne sais pas pour la 5G en particulier, mais globalement, il y a des études qui sont sorties récemment. Les data centers, les gros data centers, ont une consommation énergétique qui est stable depuis plusieurs années, alors que évidemment les usages explosent. Et ça, c'est certainement quelque chose qui pourra arriver avec la 5G. Et ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que, indépendamment de tout ça, il y a des externalités positives. Et donc là, la 5G, on s'attend par exemple à pouvoir recourir beaucoup plus massivement au cloud. Donc le cloud, aujourd'hui, ça fait peur, mais comme je viens de l'expliquer, les data centers consomment toujours autant malgré l'explosion des usages, parce que tout le monde a intérêt aussi à ce qu'ils consomment de moins en moins, à ce qu'ils soient de plus en plus alimentés en énergie renouvelable. Et il ne faut pas oublier que Internet au global permet de réduire des usages qui sont physiques, et donc on fait des économies quand même au global avec ces nouvelles technologies. Stéphane Elkon, est-ce qu'il y a des fabricants qui sont partis plus vite que d'autres sur la 5G ? Des fabricants de terminaux. De terminaux c'est une bonne question. C'est vrai qu'on a, comme on le disait, comme l'IDAT le soulignait tout à l'heure, il y a des pays qui sont partis assez tôt, en fait, avec cette pré-5G, on va dire, qui est là depuis quelques mois. Et donc, certains pays sont partis avant l'Europe, finalement, pour des besoins différents des nôtres, parce qu'en fait, notamment dans certaines parties du monde, notamment en Asie ou aux États-Unis, la 5G est vue comme un substitut à la fibre optique, finalement, parce qu'en fait, on arrive à des débits à peu près équivalents. Et c'est beaucoup plus facile de déployer de manière hertzienne, en fait, finalement, les réseaux que de manière filaire. Alors, est-ce que c'est aussi stable, aussi fiable ? Parce qu'aujourd'hui, quand même, se connecter avec son mobile, ça n'a rien à voir, c'est le jour et la nuit, avec une connexion filaire en fibre optique. Voilà, alors est-ce que demain, on aura la même fiabilité de réseau, la même qualité de réception que du filaire ? Stéphane Panetra ? En fait, il peut se poser quelques challenges, notamment dans les communications intra-building. Il manque un petit peu des décibels, un peu de puissance pour traverser et avoir la bonne couverture dans les buildings. Mais c'est un challenge, justement, et le faire sans être au détriment de la santé, en augmentant de manière un petit peu violente les niveaux de puissance, pour moi, reste un enjeu significatif. Stéphane Elkon, je vous laisse poursuivre. Oui. Donc, ces parties du monde sont parties un petit peu avant nous, et donc ça donne effectivement un avantage pour l'écosystème local. Et en tout cas, pour les terminaux... C'est-à-dire qu'en fait, ils sont vraiment mobile first. C'est-à-dire qu'ils basculent peut-être directement vers du très haut débit mobile sans passer par la case filaire. Oui, voilà. Alors peut-être qu'il y a aussi des exigences géographiques différentes et démographiques différentes de celles de l'Europe. Mais en tout cas, voilà, un fait est que en France, on se pose parfois le débat, est-ce qu'on n'est pas en retard, etc. Et effectivement, en termes de terminaux, en tout cas, on a des compétences en France, mais en tout cas pour la fabrication elle-même, je pense que les jeux sont faits d'une certaine manière. C'est difficile d'imaginer que des acteurs de grandes séries de terminaux puissent exister en France et en Europe. Par contre, pour des niches de marché, là, il y a tout ce qu'il faut, et notamment les startups. Beaucoup de startups sont sur ce marché, et une start-up qui se lancerait sur la 5G serait tout à fait pertinente.
Intéressant. Carole Manero, je voulais vous redonner la parole après le tour de table. Quels sont selon vous les nouveaux défis à relever sur les terminaux? Sur les smartphones, sur les tablettes, sur tous les terminaux électroniques 5G? Aujourd'hui, la 5G, donc vous l'avez compris, est censée connecter un nombre innombrable d'objets, alors smartphones entre autres, mais pas uniquement. Alors sur les smartphones, ce qui va être difficile à gérer, c'est l'intégration de la dernière bande de fréquence, comme ça a été signalé auparavant, la bande 26 GHz. Donc effectivement, qui devrait favoriser une taille inférieure des terminaux, mais avec les progrès technologiques qu'on connaît, normalement, ils devraient être miniaturisés assez rapidement. Alors voilà, sur les terminaux, véritablement, c'est le prix qui va être déterminant pour l'adoption de la 5G. On a aujourd'hui une centaine de millions d'abonnés 5G en Chine, hein, c'est colossal, mais là c'est l'effet volume de la Chine qui joue à plein. Sur des pays européens, avec parfois des niveaux de vie qui sont un peu disparates, ou en tout cas des capacités d'achat de terminaux différents, au-delà du early adopter qui peut mettre acheter son terminal à n'importe quel prix. Aujourd'hui, pour diffuser la 5G, il va falloir baisser ces tarifs-là. Et là, le travail est important. Alors, c'est le travail de toute la chaîne de fabrication du terminal, hein, du composant jusqu'à l'opérateur. Et voilà, c'est le défi pour moi de la 5G dans le domaine du terminal, hein, pour le client final. Alors ensuite, ça sera tous les objets différents qui seront connectés. Et là, on aura toutes les montres, tous les objets des industriels. Hein. Chaque élément pourra être suivi au-delà du véhicule autonome. Hein, voilà. On aura le temps d'en reparler, de vous réinviter sur le plateau de Smartech. Merci Carole Manero de l'IDA DigiWorld, Stéphane Panetra d'Artfy et Stéphane Elkon et Romain Heuillard aussi de nous avoir éclairés sur ces sujets. On voit bien que la France a une carte à jouer, qu'il y a des choses qui peuvent bouger dans l'écosystème avec l'arrivée de la 5G. Juste après la pause, c'est notre rendez-vous avec la nature. Et si l'on copiait la nature pour inventer les technologies de demain? Sydney Rostand, PDG de Bioxégie, est venu me rejoindre en plateau pour nous montrer par l'exemple comment le biomimétisme peut écrire une nouvelle page de l'avenir. Bonjour Sydney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, vous allez nous parler du véhicule autonome dont une des clés en fait, du succès se cache dans la nature. Exactement. Je vais commencer par une question. Selon vous, quel est le prédateur le plus efficace au monde? Toujours des questions pièges. Hein. C'est ça. Je sais pas, le moustique. C'est pas mal, c'est pas mal. Généralement, on me dit plutôt le lion, le requin, etc. C'est pas tout à fait exact. En fait, le prédateur le plus efficace au monde, c'est la libellule, avec un taux de succès, tenez-vous bien, de 90%. C'est très grand. Et elle le doit pas seulement à sa manœuvrabilité aérienne, c'est-à-dire ses 4 ailes indépendantes, elle le doit surtout à sa façon, à sa faculté en fait d'appréhender son environnement de façon visuelle. Et ça, maintenant je pense que vous revient à la voiture autonome. Exactement, ça a inspiré des algorithmes pour les véhicules autonomes. Alors, pourquoi est-ce que la libellule est aussi efficace? Parce qu'elle a ce qu'on appelle, c'est assez inédit dans le monde vivant, un STMD, Small Target Movement Detector. En gros, c'est un système neuronal qui n'est sollicité que par certains types de cibles, que par certains types de proies. Je rappelle que les libellules, elles se nourrissent de petits moucherons ou de petits insectes, et elle doit être capable en fait de les détecter et d'anticiper la trajectoire de ces insectes-là. Mais pour, on va dire, discriminer les cibles potentielles, les cibles qui sont vraiment attrapables, elle va activer ce STMD. Donc c'est une sollicitation discriminante. C'est que les proies avec une certaine trajectoire et une certaine vitesse relative par rapport à la libellule qui vont activer sa réponse. Tous les autres, en fait, c'est comme si elle ne les voyait pas. Et alors ça, c'est une bénédiction en matière de biomimétisme. Pourquoi? Parce que, en gros, si on voulait faire la même chose avec le cerveau humain, il est beaucoup trop complexe pour des chercheurs pour s'en inspirer, pour créer des algorithmes. C'est trop complexe. On ne maîtrise pas en fait tous les tenants et les aboutissants d'un cerveau humain. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder un système neuronal beaucoup plus simple, celui de la libellule, et pourtant plus efficace. La libellule, elle est 15 fois plus rapide que l'être humain dans la détection des trajectoires. Elle est un peu plus monotâche aussi. Hein.
Je dirais pas ça. En tout cas, visuellement parlant, au niveau de son cortex visuel, son système est beaucoup plus complexe. Il est simplifié, il demande moins d'énergie, mais beaucoup plus complexe. Et donc, allez-y, vous, pour attraper une mouche dans l'air. Il n'y a que la libellule qui est capable de faire ça. Et donc, il y a des chercheurs suédois et australiens qui ont cherché à extrapoler son système neuronal, c'est-à-dire l'architecture neuronale de la libellule et ce fameux STMD, ce système de discrimination des cibles, pour créer un algorithme. L'algorithme, c'est un algorithme en fait d'anti-collision pour les véhicules autonomes. Résultat des courses, pour l'instant, ils sont en prototype. Il est 20 fois plus efficace et 20 fois plus rapide que les technologies concurrentes. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en plus de ça, ça permet de réduire la puissance de calcul nécessaire. Donc, ça réduit l'emport nécessaire en informatique pour un véhicule. Ça le rend plus léger. Il y a d'autres technologies. Donc là, on parle d'améliorer les capteurs optiques sur les algorithmes, vraiment les algorithmes. Sur les voitures. C'est ça, l'algorithme en fait qui équipe le système autonome du véhicule. Il y a d'autres technologies, on prend les criquets par exemple, quand vous avez un nuage de criquets, vous savez ces grandes nuées qui viennent détruire des récoltes à Madagascar, au Kenya, etc. C'est 80 millions d'individus au kilomètre carré. Eux aussi, ils ont un système qu'on appelle le LGMD, c'est une sorte de neurone géant qui joue le rôle de pont-levis en fait entre l'œil et le cortex visuel. Pareil, il ne laisse passer que certaines informations, c'est-à-dire les autres criquets qui ont des vitesses relatives qui peuvent en fait supposer à une collision. Et c'est comme ça que le criquet, avec son tout petit cerveau, est capable en fait de discriminer les autres criquets qui sont sur des trajectoires de collision. Ça a inspiré des recherches aux États-Unis. Idem, ils ont créé, alors là, c'est pas un algorithme, c'est surtout en fait un système électrique nanométrique qui joue ce même rôle de pont-levis que le neurone, et ça permet d'être 1000 fois plus rapide et 1000 fois plus économe surtout dans la détection des obstacles pour un véhicule autonome. Pourquoi plus économe ? Parce que, en fait, comme le criquet, quand vous avez des obstacles autour d'un véhicule, si vous vous intéressez à tous les obstacles potentiels, ça demande une puissance de calcul énorme pour dire lequel est dans une situation de collision, lequel est sur une trajectoire qui peut amener à une collision. Donc vous êtes obligé, si vous voulez, de faire des choix, de prioriser l'information. Et le criquet, il fait exactement la même chose. S'il devait prioriser les 80 millions d'individus qui se trouvent autour de lui, ça serait trop complexe pour son petit cerveau. Et donc, si vous reprenez ce système de neurones géants pour un système de véhicule autonome, c'est exactement la même chose. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez des technologies qui sont plus efficaces, inspirées d'insectes et plus économes. Et donc là, on est encore au stade de la R&D. Qu'est-ce qui empêche que ça arrive plus rapidement dans les voitures aujourd'hui ? Rien en fait. C'est juste parce que c'est des technologies qui sont nouvelles. Je vous l'avais dit plusieurs fois, le biomimétisme, c'est très récent. Donc ça fait peu de temps que les chercheurs vont vraiment, si vous voulez, passer ce stade à se dire, en fait, nos technologies des véhicules autonomes, on va les inspirer des insectes. Vous pouvez comprendre à quel point c'est saugrenu. Donc, ça fait que depuis 5 ans, 6 ans qu'ils s'intéressent vraiment à ça. Le temps de comprendre l'architecture neuronale d'un insecte, ça suppose quand même des recherches. Après, le temps de faire on va dire des transpositions et des tests. Pour l'instant, ils testent ça sur des robots. Donc, finalement, c'est probablement déployable dans les années à venir. Et il y a d'autres modèles qui pourraient servir comme ça, les voitures de demain ? Oui, il y en a un qui est mon favori. C'est un travail sur lequel Bioxégie... c'est un projet sur lequel Bioxégie a travaillé. On a parlé beaucoup de software, le software du vivant. Mais en réalité, on peut aussi s'inspirer du hardware visuel des êtres vivants. En l'occurrence, nous, on a travaillé avec un équipementier automobile qui nous a missionné non pas sur l'algorithme, mais sur la caméra en tant que telle. Vous avez beau avoir la meilleure intelligence artificielle, au final, si votre caméra elle est encrassée, si elle est sale, vous n'arrivez pas à détecter les obstacles. Donc, oui, alors ça, je me souviens parce qu'effectivement, on en a parlé lors de notre premier rendez-vous ici dans Smartech. C'était un système en fait de nettoyage, c'est ça, des caméras ? C'est ça, exactement. On est allé s'inspirer de ce qu'on appelle les membranes nictitantes dans le vivant. Vous voyez ça sur les aigles, par exemple, c'est des espèces de troisième paupières blanches qui viennent protéger l'œil derrière les paupières principales. Nous, on est allé regarder la membrane nictitante du chameau. Pourquoi ? Parce qu'il fait... Vous auriez pu me poser la question, j'aurais trouvé la réponse, que je m'en souvenais très bien. Vous vous souvenez pourquoi on s'est inspiré du chameau ? Oui, parce qu'il est dans le désert et donc il doit gérer les poussières fines de manière autonome en utilisant
pas d'eau, pratiquement pas. C'est ça, il doit faire face à des conditions arides, donc c'est-à-dire qu'il doit recycler son taux d'humidité corporelle. Très bien, il doit recycler son taux d'humidité corporelle, et donc nous, on est allé s'inspirer en fait de ce système dans toute sa complexité, hein, la membrane en tant que telle, le muscle, On etc. va devoir s'arrêter là, parce qu'en plus, cette histoire, on peut la retrouver en replay sur Smartech. On voit que la nature est vraiment une grande source d'inspiration, y compris pour les voitures de demain. Merci Sydney Rostand de Bioxégie pour ce rendez-vous exclusif sur le biomimétisme. Et merci à tous d'avoir suivi Smartech. C'est presque la fin de l'émission. À suivre 4 startups innovantes dans le Lab Startup. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.